Tous les jours, j'ai énormément de questions évidemment sur les élections américaines. Je vais faire juste une seule vidéo pour donner un petit peu mon opinion, hein. Ça va surtout être éditorial. Je ne vais pas vous dire pour qui voter, hein. Ce n'est pas ce genre d'opinion, mais mon analyse de l'élection en elle-même. Et voilà, on est à une semaine donc de l'élection. Et il y a pas mal déjà de choses qu'on peut en retirer. Alors moi j'ai juste déjà un point qui est très très personnel pour commencer. C'est peut-être des choses, enfin en tout cas moi des choses que j'ai pas vues dans la campagne. Alors il y a beaucoup de médias qui parlent de politique, des élections américaines. Moi ça fait des années que je sillonne les États-Unis, que je vois des choses. Alors l'été dernier par exemple j'étais surtout en Arizona. Au Colorado aussi, j'ai passé beaucoup de temps dans la réserve Navajo, 2 semaines. Ce que j'ai vu par exemple l'été dernier, qui n'a pas été mentionné, c'est des champs de maisons mobiles, des mobile homes, comme on dit en France. Ici, les Québécois disent des maisons mobiles. Mais pas pour les touristes, pour les habitants, pour beaucoup. Alors il y a un certain nombre de snowbirds, évidemment, des gens qui viennent du Canada pour passer l'hiver dans des maisons mobiles un petit peu plus au chaud en Arizona. Mais ce problème des maisons mobiles, parce que c'est un problème, il y en a partout. J'avais même fait un article il y a quelques années, c'était la maison mobile est-elle l'avenir de l'habitation américaine? C'est vous dire si c'est un problème de voir des centaines de milliers au minimum d'Américains qui vivent dans des maisons mobiles. C'est probablement plus. Vous imaginez les maisons mobiles avec un ouragan en Floride, avec un tremblement de terre en Californie, avec une tornade à Kansas City. Il n'en reste pas grand-chose. Enfin, en tout cas, c'est pas vraiment le même avenir que ce qu'on envisageait dans les années 1950. C'est un avenir un petit peu plus cheap. Alors, aux États-Unis, il y a des gens qui ont de l'argent, il y en a qui en ont beaucoup moins, hein. C'est là-dessus que je vais en venir dans ce petit éditorial d'introduction. En Arizona, donc je suis allé dans la réserve Navajo. On voit aussi beaucoup de maisons mobiles. En fait, on voit que ça, hein, quasiment. On se demande comment l'évolution de cette réserve et des autres réserves. En fait, c'est pas la pire, loin de là. La réserve Navajo. Les gens sont très bien éduqués, mais il y a un gros problème économique. Et en fait, État par État, alors bien évidemment, je suis allé à Nashville, j'ai vu des richesses américaines et immenses à New York City, à Manhattan. À Houston, l'été d'avant, je suis passé à Houston. J'ai fait un guide vidéo de Houston. C'est une très belle ville. Il n'y a pas un papier par terre. C'est super propre. C'est absolument incroyable. Et voilà, vous avez un très grand nombre de villes américaines qui sont extrêmement riches, des États qui se portent bien. Et puis vous avez, alors j'ai cité mon dernier été, mais j'aurais pu citer celui d'avant en Louisiane avec des îles qui ont complètement disparu à cause du réchauffement climatique. Alors c'est pas politique, on est d'accord, hein, mais les solutions n'ont pas été trouvées pour les tribus. Il y a des tribus francophones, par exemple, qui habitaient à l'île à Jean-Charles et dans d'autres îles qui ont été pulvérisées par les ouragans. Il n'y a pas de solution pour que ces villages de tribus autochtones soient pris en considération et mis sur une voie d'évolution. Je parle des tribus, je ne vais pas vous parler que des tribus. En Louisiane, vous voyez, vous allez dans les villages, vous voyez 10% des maisons qui sont à l'envers parce que elles sont laissées comme ça, abandonnées après des ouragans. Voilà, il y a des problèmes partout, à la Nouvelle-Orléans. Il y a vraiment des gros problèmes de développement. Alors dans le sud, là, on parle du sud. Alors parlons du couloir du Mississippi. On a des ghettos noirs. On a une ségrégation géographique qui est pire qu'à l'époque de la ségrégation. C'est quand même assez incroyable, hein. Les statistiques sont absolument formelles là-dessus. Les gens vivent séparés. Je vais juste vous donner une statistique parce qu'ici on a des statistiques ethniques, donc on a le droit. Entre 2000 et 2020, la ville de Memphis a perdu 100 000 blancs sur 600 000 habitants. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu les mouvements gigantesques de ségrégation, de séparation qu'il peut y avoir. Ça dénote quand même des problèmes. Alors, la Nouvelle-Orléans, je ne vais pas vous faire toutes les petites villes, mais Memphis, Saint-Louis, Chicago, on est sur des mêmes procédés qui sont effrayants.
voilà, le Sud est plutôt républicain. Dans les États du Sud, on a des poches de pauvreté blanche, ce qu'ici on appelle les rednecks. Alors ça peut avoir un côté culturel amusant, et moi personnellement, franchement, ça me fait plutôt pitié de voir les problèmes économiques et culturels dans ces endroits-là, plutôt que, enfin, c'est pas du bashing, je suis pas en train de j'aime bien ces gens-là, quoi. Juste, il y a des problèmes et ce serait bien de les régler. Juste à côté, vous avez des Noirs. Alors, il y a des tensions raciales, mais finalement, les problèmes sont les mêmes pour les Blancs, pour les Noirs. C'est effrayant. Le Sud, c'est essentiellement républicain. Avec, bon, par exemple, la Floride, ça se passe bien. Le Texas, ça se passe bien aussi. Encore que la Floride, il faut le dire vite, il y a des problèmes. Et ces problèmes-là, si vous les avez entendus dans la campagne électorale, moi, je les ai vraiment pas beaucoup entendus, voire pas du tout. Ici en Floride, on a aussi une inflation qui passe par le fait que dans la région de Miami, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent plus payer les frais de copropriété, des travailleurs qui ne peuvent plus se loger. On a vraiment des problèmes massifs au niveau local. On a chacun notre local, hein, c'est un très grand pays, donc on n'a pas les mêmes problèmes qu'en Louisiane ou dans la réserve Navarro, hein, c'est certain, mais voilà, on a chacun nos problèmes locaux et on n'en parle pas beaucoup dans cette campagne présidentielle, alors que malheureusement, on aurait vraiment besoin d'une harmonisation globale. Je vais parler des États républicains, est-ce qu'on va parler des... À Manhattan, par exemple, j'ai vu des centaines, des milliers de zombies dans les rues en train de hurler. Alors, ils ne sont pas tellement dangereux, hein, parce que les dangereux, ils ne sont pas à Manhattan. Hein, mais vous avez des sans-domicile, vous avez une immigration qui est peut-être un peu moins palpable, un peu moins visible, mais qui pose quand même des gros problèmes à la ville de New York. Maintenant, voilà, on parle des États démocrates, ben, on va aller en Californie, avec les gens qui dorment dans leur voiture à San Francisco, et un exil, c'est California Living, les gens quittent la Californie, chaque année la Californie perd désormais des habitants, donc c'est quand même vous dire un petit peu voilà. Je veux pas. Alors si je veux finir quand même sur même du plus sombre, hein, parce que les morts violentes, les suicides, les overdoses, notamment de fentanyl, tout ce qui est opiacés, opioïdes, héroïne et compagnie, les meurtres évidemment, sans parler des meurtres de masse, parce que malheureusement ça rentre pas dans les statistiques comme étant les causes de mort, heureusement les plus les plus grandes aux États-Unis, mais bon, c'est quand même assez effroyable de savoir que ça peut arriver. Voilà, il y a tous ces problèmes-là. C'est une nouvelle fois où les candidats principaux de ces élections n'ont pas parlé de ces problèmes-là. Alors, j'ai entendu quand même le lancement de la campagne de Bobby Kennedy Jr. En octobre. Il en a parlé, mais on ne l'a pas laissé aller jusqu'au bout. Bon, je ne vous donne pas des consignes de vote, hein, du tout. Juste, je vous dis ce que moi me choque en toute objectivité et en toute neutralité réellement. Hein. Alors, je vous dis d'où je parle aussi. Je suis français, évidemment, de naissance, mais aussi américain depuis cette année. Donc c'est pour ça que je vais voter pour la première fois. Et il y a des choses qui vraiment me choquent. Alors, c'est peut-être une question d'éducation politique, justement, en comparaison avec un pays comme la France. Mais je sais qu'au Canada, c'est pareil. Et puis, dans d'autres pays que je connais, comme l'Espagne, par exemple, il y a des partis politiques et les partis politiques parlent de tout. Ici, on donne des signaux politiques et ça me pose un gros problème parce que la campagne... C'est pas la première campagne que je suis, mais c'est une fatalité américaine. On fait la campagne avec des signaux, essentiellement des signaux négatifs, des insultes contre les adversaires, ce genre de choses, et ça me pose un problème. Donc j'ai fait une longue introduction sur le sujet, mais moi je vous dis des choses que personnellement j'ai pu ressentir et voir aux États-Unis. Je ne suis pas là pour vous parler de philosophie. Qui va gagner l'élection présidentielle américaine ? Alors, j'aurais pas fait cette vidéo si tous les éditorialistes et commentateurs de la vie politique américaine, notamment dans les pays francophones, j'ai regardé des émissions françaises et du Québec, et tout le monde est unanime pour dire qu'aujourd'hui, c'est Donald Trump qui va gagner la présidentielle.
Alors, d'expérience, je sais que les élections présidentielles, les élections se gagnent souvent dans la dernière ligne droite, à savoir dans le dernier mois. Donc il reste une semaine, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer. Vraiment, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer. Et de toute façon, les commentateurs se basent sur les sondages, et les sondages sont extrêmement serrés. Tant au niveau national qu'au niveau des swing states, les États qui vont faire l'élection. Je vais vous en parler. Mais c'est vrai que Trump a une longueur d'avance, peut-être une petite longueur d'avance aujourd'hui, parce que il y a deux signes, à mon avis, à prendre en considération. Les sondages, ils se sont trompés un certain nombre de fois, mais l'un des deux signes à prendre en considération, c'est la dynamique des sondages. À mon avis, ça, c'est vraiment important, à savoir, on a une dynamique de Kamala Harris qui baisse. Alors souvent, quand on a une dynamique positive, c'est mieux. Je ne suis pas certain qu'il y ait une dynamique positive pour Donald Trump. Ça fait longtemps que les gens le connaissent, donc ils savent qu'ils vont voter pour lui ou contre lui. En revanche, pour Kamala Harris, elle est nouvelle, et autant on a eu une dynamique positive au moment du Congrès démocrate, où elle a été désignée comme la candidate pendant l'été, au mois d'août. Autant là, elle est sur une dynamique descendante dans les sondages, encore une fois. Mais si on ne peut pas se fier au score des sondages, on peut en revanche voir les dynamiques, et je pense que c'est assez intéressant. On sait que ça va, que ça joue. Voilà. Encore une fois, ça peut s'inverser. Alors, je suis pas là pour vous dire c'est Donald Trump qui va gagner, c'est sûr. Je suis pas là pour faire de la propagande. Ni pour Trump ni pour Harris. Mais enfin, si j'étais si j'étais opposé à Donald Trump, je me mobiliserais pour Harris dans les 7 jours qui restent, parce que ça va être compliqué pour le moment. D'autant que voilà, la deuxième tendance, et je pense que Kamala Harris fait une campagne qui jusqu'à maintenant n'a pas été bonne. Alors, elle va peut-être la terminer. Comme je disais précédemment, les campagnes américaines se jouent essentiellement avec des signaux, des petits signaux, souvent négatifs, souvent des insultes, mais le plus important, quand c'est possible pour une élection, c'est de gagner ce qu'on appelle le terrain de l'élection. C'est le terrain sur lequel se joue l'élection. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, quand George Bush se représente pour une deuxième fois à l'élection, il y a eu les attentats contre le World Trade Center. Donc le terrain de l'élection, il est entièrement sur la sécurité, et il a plus de crédibilité sur ce terrain-là que son adversaire. Je ne dis pas que c'est justifié, hein, c'est pas le problème. Le problème, c'est de savoir comment les gens l'analysent, et ce qui vont les inciter à aller voter ou pas. Par exemple, Joe Biden, il a été assez convaincant, je pense, sur le thème de la Covid. Il a expliqué que Donald Trump était mauvais, qu'il avait tout fait à l'envers. Encore une fois, c'est pas du tout une opinion que je donne, mais c'est un peu le ressenti des gens sur cette campagne de 2020. Le terrain de la campagne, c'était la Covid. Trump a fait des très bonnes choses, hein, d'ailleurs, mise en finalisation des vaccins, mise en distribution des vaccins au niveau local et au niveau mondial. Donc on peut dire qu'il était nul. C'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, le terrain de l'élection, la perception que les gens ont vu, c'est que les démocrates ont un peu ridiculisé Trump sur le sujet de la Covid à l'époque. Et Biden a gagné derrière. Le terrain cette fois-ci, alors Kamala Harris parle beaucoup de l'avortement. Il y a 2 ans, au niveau des midterms, c'était un thème qui était très porteur. Je ne suis pas certain aujourd'hui que ce soit un thème central. Quand je parle avec des gens, ils ne viennent pas me parler spontanément d'avortement ou ce genre de choses. Après, c'est vrai qu'il y a une majorité d'Américains qui sont favorables à l'avortement, en tout cas une souplesse dans les délais de l'avortement. Donc ce n'est pas forcément un avantage pour les républicains d'être sur des positions plus restrictives à l'intérieur des États. Donald Trump lui-même, il n'est même pas en fait vraiment très prononcé. Je ne saurais même pas trop quoi dire ce qu'il pense sur l'avortement. Il est un peu sur un entre-deux. En tout cas, voilà, sa position officielle, c'est de dire c'est très bien que les États puissent décider eux-mêmes. Avant, c'était
la loi au niveau national, et maintenant les États peuvent décider combien de semaines pour l'avortement. Par exemple, ici en Floride, ça a été restreint à 6 semaines, mais on a un référendum local en même temps que l'élection présidentielle pour dire si on veut qu'il y ait ces restrictions ou pas. Donc voilà. Donc je sais pas, je suis pas certain. Trump est assez. Je suis pas certain que les gens vont voter contre Trump à cause de ça. Et on va voir. Mais en tout cas, son terrain d'élection, c'est un petit peu ça, ce qui résume dans un slogan qui est "We're not going back", on retourne pas en arrière. Des insultes et ça me paraît très faible, très 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 faible. Donald Trump apparaît encore une fois à tort ou à raison comme étant le mieux placé, hein, c'est les sondages qui le disent, sur deux questions qui sont les questions essentielles pour les Américains lors de cette campagne. Ça apparaît comme tel dans les sondages, encore une fois, hein, me faites pas dire ce que je mets beaucoup de conditionnels parce que voilà, les deux, dans les enquêtes d'opinion, les deux sujets qui paraissent les plus importants pour les Américains, c'est l'économie, notamment l'inflation. Et ça, Donald Trump, avec très peu de signaux, a réussi à bien faire comprendre aux Américains, à bien leur rappeler que quand il était président, l'inflation était extrêmement faible et qu'elle a augmenté drastiquement. Donc c'est un mauvais souvenir pour tout le monde. Il n'y a pas que aux États-Unis. Hein. C'est pareil au Québec ou en France, il y a aussi de l'inflation. Ici, c'était pénible, hein, je vous confirme quand même, hein, pour beaucoup de monde. Donc voilà, sur ces signaux-là, Trump paraît plus crédible dans les sondages, et aussi sur le terrain de la sécurité, qui est lié notamment par les discours des républicains avec l'immigration et la frontière. On a vu les images quand même, la frontière elle a été quasiment ouverte pendant 4 ans, quoi. Donc voilà. Donc à la fois sur le terrain de l'élection, j'ai pas l'impression que Kamala Harris soit vraiment sur des points essentiels pour le moment. Encore une fois, elle va peut-être tout concentrer sur la dernière semaine. Hein. Au niveau de la dynamique des sondages, ça lui est pas favorable depuis 10 jours à peu près. Ceci dit, les gens avaient déjà commencé à voter avant par correspondance. Hein. À l'heure que je vous parle, il doit y avoir plus de 40 millions de personnes qui ont voté déjà par correspondance. Donc, je sais pas. Voilà, ce qui me semble aussi... alors, comme je disais en introduction, au niveau local, on n'entend rien. On entend des petits signaux. Après, on peut parler aussi d'une troisième chose qui va être la philosophie politique des candidats. Donald Trump est sur une philosophie, alors il n'utilise pas lui-même le mot nationalisme, mais je pense que ça choquera personne si je dis que Donald Trump est plutôt un nationaliste à l'américaine. Il est... c'est-à-dire extrêmement modéré par rapport à des nationalismes européens, mais d'un autre côté, il est vraiment à l'extrême de ce qu'on peut trouver ici sur l'échiquier politique. Donc voilà, son idéologie est assez facile à définir. Make America Great Again, l'Amérique première. Et la protection du protectionnisme, encore une fois, c'est pas non plus anti-globaliste, hein, c'est pas anti-mondialiste, mais il veut mettre des protections là où ça lui semble nécessaire. Par contre, là où je suis surpris, moi, c'est sur les démocrates. Il me semble que c'est moins affirmé qu'avant. Si on prend le problème par exemple de la frontière, tous les partis de gauche en Europe, dans le monde occidental, ont toujours dit il faut être bienveillant, accueillir les immigrants, être pour faire de l'humanitaire, faire attention à la pauvreté, c'est ce qu'on entend en Europe et tout ça, ce que les démocrates disaient aussi auparavant. Or, là, on n'est plus du tout là-dessus. On entend Kamala Harris dire que si la frontière n'est pas fermée, c'est parce que Trump n'a pas voté les crédits en avril 2024.
Elle n'est pas vice-présidente depuis avril 2024, hein, mais depuis 2020, de janvier 2021. Donc c'est quand même un petit peu curieux. Et surtout, en fait, on a l'impression qu'elle veut faire du Trump en mieux, quoi. Donc ce que je veux dire par là, c'est que ça ne se dégage pas vraiment... une identité propre. Je ne vais pas non plus être totalement 100% négatif avec la campagne de Kamala Harris, d'abord parce qu'elle a très bien commencé sa campagne. Joe Biden était vraiment en perdition dans les sondages, c'est pour ça d'ailleurs qu'il a dû arrêter sa campagne, et Kamala Harris, dès qu'elle s'est présentée, elle a tout de suite fait un bond. Elle avait un discours au départ qui n'était pas 100% négatif. Tiens, je vais finir quand même avec le négatif. En rappelant quand même, hein, je vous rappelle, ceux qui veulent bien aller voir, allez regarder la première vidéo de Hillary Clinton sur la campagne, donc c'était en 2015 ou en 2016, en 2015, quand elle déclare sa campagne, on a des images de nazis. Donc sur les insultes fascistes, machin, on est strictement dans la même dynamique. Donc c'est Staline, hein, qui avait conseillé à tous les partis de gauche de dire traitez vos adversaires de fascistes, ils vont perdre du temps à se justifier. Je ne dis pas qu'il avait totalement tort, hein, ça peut peut-être fonctionner. Par contre, s'il y a seulement des signaux négatifs, comme la campagne d'Hillary Clinton, elle n'a pas été très très positive, elle a tout joué sur le fait de diaboliser son adversaire, elle a perdu, voilà quoi. Donc c'est pas suffisant, et c'est peut-être un trait qu'on peut faire avec la campagne de Kamala Harris. En tout cas, moi je le fais allègrement, parce que j'entends que ça, quoi, que des insultes. Voilà. Elle a commencé quand même. Alors les insultes, c'est les signaux qui arrivent à nos oreilles à travers les médias. Mais les candidats sont censés maîtriser les messages qu'ils transmettent. Donc Kamala Harris, elle avait quand même commencé avec des messages qui sont assez traditionnels pour les démocrates à l'endroit des minorités, à savoir des messages féministes, de protection des minorités raciales, sexuelles. Et voilà, donc sans surprise, il y avait des messages aussi pour la classe moyenne, donc qui étaient quand même assez mis en avant pendant la convention démocrate ou autre. Et donc voilà, moi je vous invite surtout à aller regarder les programmes électoraux, hein. De toute façon, vous les trouvez sur les sites internet des candidats. J'allais dire Trump et Harris, mais vous avez aussi Chase Oliver pour le Parti libertarien, et Jill Stein pour The Greens, le Parti vert américain. Donc vous pouvez aller regarder tous ces programmes, mais vous verrez qu'il y a un petit peu de matière quand même. Il n'y a pas que les signaux qui arrivent jusqu'à nous, mais bon, les signaux en question, on est bien obligé de faire avec. En tout cas, c'est ce qui arrive essentiellement jusqu'aux gens. Donc moi, le seul conseil que je peux vous donner, c'est aller lire les programmes avant de voter. Ne vous arrêtez pas juste aux signaux que donnent les télévisions. Ils sont extrêmement négatifs, extrêmement. C'est affligeant ce qu'on peut voir sur les journaux télévisés des grandes chaînes de télévision, qui eux-mêmes sont partisans. Donc ils sont complètement hors de contrôle, et depuis longtemps, hein, que ce soit, je l'ai cité, hein, ABC News, CBS, ABC, NBC, Fox évidemment qui est républicain, CNN qui est ultra démocrate. Donc voilà, ces signaux sont hyper polarisés. Alors voilà, quand je dis que ça peut se jouer jusqu'au bout, avec Donald Trump, c'est aussi assez sportif quand même. Il y a eu des épisodes dans la campagne qui étaient globalement pas super positifs. Alors il y a des républicains qui m'ont dit mais oui, mais l'histoire des chiens dans l'Ohio, c'était vrai. Le problème, c'est pas que ce soit vrai, que ce soit pas vrai. Le problème, c'est de savoir si tu veux gagner l'élection ou pas gagner l'élection. Donald Trump n'est pas réputé pour son empathie spécifiquement, mais moi par exemple, en 2016, j'avais interviewé le maire de Miami, Thomas Regalado, à l'époque, un grand bonhomme. Alors il était républicain, d'origine cubaine. Je lui ai dit mais vous allez voter contre Trump, mais il y a quelque chose qui peut vous faire changer d'avis. Il m'avait répondu mais rien du tout. Il insulte les latinos constamment. C'est pas des insultes directes, c'est le manque d'empathie, la manière dont ils en parlent. À l'époque c'était les Mexicains envoient les violeurs
de l'autre côté de la frontière. C'est ça qui avait vraiment. Enfin, c'est un ensemble de choses qui avait un peu choqué. Moi, je peux vous dire que j'ai plein de lecteurs haïtiens. J'ai reçu des lettres. Je les ai pas autour de moi, mais j'ai reçu des lettres de gens qui étaient furieux par ces histoires de haïtiens qui mangent des chiens, quoi. Donc voilà, le vote afro-américain est assez important parce que je crois qu'il était passé de 8 à 16% entre deux élections. Et on a vu, par exemple, Barack Obama avec Kamala Harris essayer de ramer un petit peu pour sensibiliser les hommes afro-américains parce qu'ils ont vu que dans les sondages, ça dévissait et qu'il y en avait beaucoup qui voulaient aller voter pour Trump. Donc voilà, c'est pour ça que ce genre de choses, c'est un petit peu surprenant quand tu veux gagner le vote, le vote des Afro-Américains, d'aller sur ce terrain des Haïtiens qui mangent des chiens, des immigrés clandestins Haïtiens qui mangent des chiens. Je suis pas certain que ce soit des votes qui soient des signes qui sont hyper bon pour aller chercher ce genre de public. Là, il y a eu des réflexions au Madison Square Garden sur les portoricains. C'est pas Trump, évidemment. C'est pas Trump qui va faire des discours racistes, des trucs comme ça. C'est pas ce que je veux dire. Je parle juste, j'essaie d'analyser les signaux et puis voilà, on verra bien le soir de la campagne électorale qui a été convaincu ou pas. Mais en tout cas, il peut y avoir quand même des choses un petit peu musclées, pas forcément positives, jusqu'au dernier moment. En fait, vous avez deux candidats. Donc, ceux qui ne veulent pas voter pour l'un seront tentés d'aller voter pour l'autre. Hein. C'est évident. Mais dans des pays où vous avez plusieurs candidats importants, ici, il n'y a qu'un seul tour. Donc, il faut voter vraiment pour le bon candidat. Si vous vous trompez, vous n'avez pas de seconde chance. Il n'y a pas un autre dimanche où vous pourrez aller voter. De toute façon, on ne vote même pas le dimanche. Donc, la chose vraiment à prendre en considération, je pense, c'est que à chaque élection, vous avez des gens qui sont mécontents du pouvoir. Vous avez des gens qui ont voté pour Trump en 2016 qui ont eu des problèmes dans leur vie entre-temps où Trump n'a pas arrangé leurs problèmes, ils ont continué dans leurs problèmes et ils ne veulent pas du statu quo. Je crois que c'est vraiment la clé. Et c'est un très gros pourcentage. Ils ne veulent pas du statu quo, donc ils vont aller voter contre l'opposant. Je pense que Kamala Harris s'est un peu piégée en refusant d'apparaître en refusant de se dissocier du mandat de Joe Biden. Je pense qu'elle n'est pas forcément associée à 100%. Les vice-présidents, on leur demande de rester dans leur coin, hein, quasiment. On n'a pas vu beaucoup Pence avant la Covid, même s'il a été actif à ce moment-là. Mais Kamala Harris, voilà, elle est restée dans son coin de vice-présidente à qui on demande de ne pas faire grand-chose, d'être juste prêt au cas où il faudrait remplacer le président. Elle aurait pu se dissocier et se dire voilà, moi j'ai un programme à moi, voici mon programme. Et même si c'était vite fait, c'est vraiment une impression de signaux. Mais elle s'est solidarisée avec le mandat de Biden. Or, quand on voit les scores de Biden dans les sondages, passer l'euphorie de la candidature de Harris, assez rapidement, les gens se sont rappelés que c'était la vice-présidente de Biden, et en tout cas, elle l'a rappelé comme si c'était une chose positive, sauf que les gens ont été fortement marqués, notamment par l'inflation, ce qui fait qu'ils ne souhaitaient pas aller voter pour Joe Biden pour beaucoup de gens qui sont plutôt indécis, quoi. Des gens qui ont été des électeurs de Biden ne souhaitaient pas y retourner. Donc le fait qu'elle soit complètement solidarisée et que finalement, en fait, les signes positifs qu'elle a, c'est sa solidarité avec ce qu'a fait Joe Biden pendant 4 ans. Encore une fois, hein, entendez-moi, à tort ou à raison, les gens ne voulaient pas aller voter pour Joe Biden. C'est une réalité. Si c'était présenté à l'élection, ça aurait été pire que ce que les sondages disaient. Donc voilà. Après, les démocrates vont dire non mais regarde le bilan de Joe Biden. Et encore une fois, allez voir le bilan de Joe Biden. Vous ne laissez pas influencer
par des signaux comme ça. Maintenant, moi, je suis là pour interpréter les signaux et la réalité. Et je pense que voilà. Donc encore une fois, il reste une semaine de campagne, donc elle va pouvoir peut-être mettre en avant. Et vraiment, voilà, simplement, il y a déjà 40 millions de personnes qui ont voté. Ceux-là, elle les influencera pas de manière positive ou négative, c'est trop tard. En revanche, c'est vrai que ça peut encore évoluer vers la fin de la campagne. On me parle assez souvent à la fois comment dire, de sécession entre les républicains et les démocrates, entre les États républicains et les États démocrates. Alors vous savez, ça vote plus dans le sud, au niveau rural, dans le centre du pays pour les républicains, et dans les grandes villes de la côte, ça vote plus pour les démocrates. Bon, ça, c'est pas nouveau du tout, hein. Mais on entend parler souvent dans des médias canadiens ou français de sécession. Alors il y a ceux qui vont très loin en disant qu'on est au bord d'une guerre de sécession. Et puis d'autres qui parlent d'une rupture. Alors moi, je dirais qu'il y a une incompréhension qui est réelle, qui n'est pas nouvelle, qui peut être assez psychologiquement violente. Il n'y a pas de violence, les gens ne sont pas en train de s'entretuer d'un État à l'autre. On n'est pas du tout à l'aube d'une sécession d'une partie du pays contre l'autre. Je vous donne mon témoignage, hein, ce que j'en pense. Moi, j'y habite et je ne vois pas des gens qui sont prêts à s'entretuer. Après, il y a une certaine aigreur. Et surtout, à mon avis, hein, moi, j'essaie de vous présenter plusieurs points de vue. C'est peut-être un peu défavorable. Bon, écoutez, on verra. De toute façon, franchement, l'élection de l'un comme de l'autre ne me surprendrait pas. Je ne suis pas là pour vous vendre un candidat. Je pense qu'il y a... moi, mon travail, c'est de comprendre les différents points de vue. Alors, je vous ai cité 4 candidats. Avant, il y avait Kennedy aussi. Comme vous avez vu, j'ai écouté ce qu'il disait. Ce qui était très intéressant, d'ailleurs. Mais en revanche, j'ai quand même l'impression, plutôt qu'une guerre civile, il y a un problème avec les Américains qui n'arrivent pas à comprendre plus d'un point de vue. Voilà, si c'était en France, ce serait encore plus compliqué quand il y a 15 candidats à l'élection. Mais j'ai l'impression qu'ils ont un peu du mal à comprendre plus d'un point de vue. Et c'est vrai qu'ils sont braqués, que quand il y a des conversations politiques, ça peut assez vite mal tourner. Mais c'est plutôt dans le cadre familial ou professionnel. Mais voilà, c'est pas du tout l'aube d'une guerre civile. Enfin, des craintes de violence entre des États, des choses comme ça. Alors j'ai vu ça dans des médias parfois très à gauche ou très à droite, les deux. Hein. On parle de ça, des États désunis, de l'Amérique en décomposition. Alors il faut remettre ça dans la plus grande, la big picture, comme on dit ici, de la fin de l'Empire américain, qui est une fin qui existe depuis... des décennies. Il y a même un très bon film au Québec titré ainsi. On est vraiment très loin de ça. Alors, il y a peut-être des gens qui vont m'insulter pour ce que je vais dire, parce qu'on va me renvoyer forcément à ce qui s'est passé le 6 janvier au Capitole. Il s'est passé ce qui s'est passé. On peut regarder de près quand même. Il y a eu un petit peu des exagérations, je pense, dans le traitement médiatique de part et d'autre. Que vous regardiez Fox News ou CNN, ça a été exacerbé dans un sens comme dans l'autre. Mais je ne veux pas revenir forcément sur les événements. En revanche, très rapidement sur les responsabilités politiques. Alors, on ne va pas revenir non plus sur la responsabilité politique, la responsabilité de la police du Capitole à Nancy Pelosi, ou la responsabilité de Trump. Voilà. Mais ce que je crois par contre, c'est que aussi bien Trump que Nancy Pelosi, qui était donc en charge du Capitole, n'ont pas pris en considération à sa juste mesure des événements qui pourraient arriver. Trump a demandé des renforts de police, elle ne les a pas envoyés. Mais je ne pense pas que Trump pensait que ça pourrait arriver, ni que les démocrates pouvaient penser que ça pouvait arriver. Il y a alors si vous êtes français par exemple, des manifestations violentes, vous en avez assez régulièrement. Ceci dit, depuis le 6 février 1934, si vous avez une manifestation qui essaye de franchir le pont de la Concorde pour aller à l'Assemblée nationale, la garde républicaine tire. Tout le monde le sait depuis le 6 février 1934.
Aux États-Unis, ils ne sont pas habitués quand même, à part des grands forums internationaux dans lesquels il y avait des black blocs venus de tous les pays, ils ne sont pas habitués quand même à ce genre de manifestations violentes. Et je pense que l'un comme l'autre, enfin bon voilà, ils ont tous voulu défendre la démocratie, c'est ce qu'ils disaient, aussi bien ceux qui défendaient le Capitole que ceux qui l'ont envahi. Trump voulait soi-disant défendre la démocratie, hein, c'est ce qu'il disait. Ceux qui ont fait des procès derrière, c'était pour défendre la démocratie. Personne n'est là en disant on avait des mauvais sentiments, on voulait tuer des policiers. Donc voilà, donc je pense que sans parler de ce qui s'est passé, il s'est passé des violences. Sans chercher à les exagérer ou les minorer, je ne pense pas que ça a été dans une dimension belliqueuse, et je pense juste qu'ils ont été dépassés. Donc, l'intérêt, c'est pas de reparler du passé, l'intérêt, c'est de voir ce qui pourrait se passer éventuellement derrière. Donc il n'y aura pas de sécession, en tout cas pas dans les années qui viennent, c'est pas au programme aux États-Unis. Après, il peut y avoir des tensions, il peut y avoir des événements comme dans tous les pays, mais pour le moment, c'est pas ce qu'on voit, c'est pas ce qu'on sent. On voit des différences, on voit des tensions, on voit des tensions politiques, des tensions raciales, beaucoup de choses, mais moi je ne sens pas je ne peux pas du tout confirmer. Au contraire, j'infirme les théories de l'extrême gauche ou de l'extrême droite ou des droites plus modérées. C'est pas pour m'opposer à eux, mais c'est pas ce que je vois ici, quoi. Hein, donc voilà. Donc j'espère que l'élection se passera plutôt bien, surtout après ce qu'on a vu pour le moment. Là, c'était pas vraiment palpitant. Mais encore une fois, ce sont des signaux médiatiques qui font l'élection. Moi, je vous engage à passer par-dessus les signaux médiatiques et à vous faire votre propre opinion. À bientôt.